Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement. Merci d'être nombreux à notre écoute. Si vous êtes sur la 89.5 en bande FM, vous nous écoutez à Conakry environ. Merci d'être à la télé. C'est sur Kavi TV, canal 113 du bouquet Star Times, canal 779 partout en Afrique sur nos différentes pages Facebook. Kavi TV et groupe Kavi Média, c'est sur Facebook et Ganga RTV qui relaie en direct cette émission. Merci de nous pratiquer sur notre site d'information que vous pourrez lire en 5 langues, il faut le dire, siaminfo.com. Là également, vous pourrez nous écouter ou nous regarder de ce côté au stand. Vous pourrez intervenir en nous écrivant sur le 629 95 67 2 fois 629 95 67 67. Au menu de ce matin, avec un secteur minier qui représente 18% du PIB et près d'un tiers des recettes publiques, les mines portent depuis des années la croissance de la Guinée, ce qui fait que l'économie guinéenne résiste au temps et aux intempéries, il faut le dire, mais en dépit de ses réserves minières, l'indice de développement humain IDH de la Guinée demeure faible après 66 ans d'indépendance. Pour un SMIC autour de 500 000, le sac de riz coûte environ 350 000 francs guinéens. Question de redevabilité. La Guinée enregistre-t-elle des progrès dans le secteur économique si la croissance ne se répercute pas sur le panier de la ménagère souveraine depuis 6 décennies maintenant, avec un sous-sol qui régorge encore de la richesse? La Guinée peut-elle compter sur les mines pour une économie forte? Nous ouvrons le débat à moins de 24 heures de la célébration de l'an 66 de l'accession de la Guinée à l'indépendance. On parle toujours de la Guinée qui s'engage à faire inscrire le massif du Fouta Djallon sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une volonté exprimée par le Premier ministre, chef du gouvernement, lors de son passage à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 19e Assemblée générale. Amadou Ouriba a, dans sa prise de parole, réaffirmé l'engagement de la Guinée à faire inscrire le massif du Fouta Djallon sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui selon lui pourrait être, je cite, un signal fort en faveur de la préservation des écosystèmes où 15 États sont concernés, fin de citation. En effet, enseigne l'Organisation des Nations Unies elle-même, 1165 cours d'eau prennent leur source d'eau dans le massif du Fouta Djallon et la dorsale guinéenne. Le massif du Fouta Djallon abrite les têtes de source et les bassins supérieurs de 7 fleuves partagés par la quasi-totalité des pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment la Gambie, le Niger et le Sénégal, et un certain nombre de petits cours d'eau. Il constitue un immense réservoir de diversité biologique à protéger et à préserver, car il abrite de nombreuses espèces végétales et animales dont certaines sont considérées comme endémiques et doivent faire l'objet d'une protection particulière. Une très grande ambition, et on en parle dans cette émission Le Scanner. Dans la dernière partie, nous revenons sur ce sujet inscrit au menu d'hier. Le virus Marburg au Rwanda fait déjà 6 morts et 20 personnes contaminées. Ce sont les premiers chiffres officiels dressés par les autorités. Le pays de Paul Kagame, il faut le dire, fait face depuis quelques jours à l'épidémie de Marburg, est très proche d'Ebola. Les personnes infectées étant pour la plupart des professionnels de santé soulèvent des inquiétudes. Il est important de rappeler que le virus de Marburg est une fièvre hémorragique similaire à Ebola, très mortelle. Le Marburg se transmet par le sang et les fluides corporels et frappe plusieurs organes à la fois. Cette maladie, qui tient son nom de la ville allemande où il a pour la première fois été identifié en 1967, a touché plusieurs pays africains dont la RDC en 2023. Sa résurgence inquiète tous les acteurs de la chaîne. L'OMS promet d'ailleurs de venir en aide aux autorités rwandaises. En attendant cette aide, quelles mesures adopter pour éviter le difficile scénario de l'année 2014 en Guinée? On en parle également dans cette émission. Voilà, entre autres sujets à débattre pour ce mardi. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement.
9h passées de 7 minutes dans ce studio central de la 89.5 Kavi FM, le média, la radio du développement et de l'entrepreneuriat. La télé, vous nous suivez sur Kavi TV, la télé du développement et de l'entrepreneuriat. Avec moi, autour de moi, les débatteurs de chaque matin qui vivent cette aventure avec moi. Chaque jour, vous aide à comprendre l'actualité majeure. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Ba, le PM. Bonjour à tout le monde, surtout bonjour à Abdallah Kamara, ce grand monsieur, je ne sais pas comment il fait tout pour avoir le sourire le matin. Et bonjour. Ce n'est pas facile, hein, mais c'est ça. Nous sommes dans le paradis. Hein. Bon. Tu acceptes le concept, hein? Tu acceptes le concept paradis après? Oui, mais attention, sa façon de dire paradis, il ne faut pas sourire, parce que j'ai l'impression, moi, ça sonnait dans mes oreilles, comme il a dit, nous sommes en enfer. Hein. Oui, nous sommes au paradis, il a dit, il n'a pas dit nous sommes en enfer. Bon. Ne tiens pas de discours politique dans cette émission. Il a dit nous sommes dans le paradis. Après, tu vas tenir un discours politique en tant que PM. En tout cas, c'est entre griffes. Non, le paradis, quand il l'a dit, cher ami. c'est sorti de sa bouche, ça s'affichait sur son visage, entre griffes. Bien, on va poser la question. Yaya, tu acceptes le concept paradis? Oui, même s'il est paradoxal. Merci. Merci. Mais quand même, tu l'acceptes. Oui. Merci. Je suis d'accord. Je respecte ton opinion. Je voulais juste savoir que maintenant que tu reconnais que la Guinée est un paradis. La Guinée est terre de richesse et d'innovation. Bien, terre. Non, ce concept, je ne m'y adapte pas. Là, je laisse ça. Tu vas prendre ça. Nous sommes sur la RTG. Hein. Oui, c'est devenu l'hymne de la RTG. Ouais, oui. C'est la chanson en vogue. Chaque présentateur. Comment ils font? La Guinée est notre paradis. Notre paradis, terre de richesse et d'innovation. La Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Attendez, Kavi Média, notre média, le média du développement. De toute façon, j'ai l'impression que vous êtes jaloux. Non, on est jaloux, hein? C'est la télévision mère quand même. Oui, mais de toute façon, parlez ça bien. Cher ami, on est jaloux. C'est ma maison. On parle de la RTG. Ma maison à ma Guinée. Ah, bien. Là, tu as la Guinée, votre paradis. Notre paradis. Allez, on parle de ce premier sujet. Puisqu'on parle de paradis, cela ne se répercute pas sur le panier de la ménagère Yaya Diallo. Les mines qui supportent l'économie, mais l'économie qui a du mal à supporter le panier de la ménagère. Un vrai paradoxe en République de Guinée. Absolument, un vrai paradoxe. Vous l'avez rappelé effectivement brièvement que l'économie guinéenne, bien qu'elle soit résiliente, selon les chiffres, mais il y a là effectivement un paradoxe parce que tout simplement le panier de la ménagère semble s'éroder du jour au jour et la résilience d'une économie nationale doit pouvoir quand même toucher directement le pouvoir d'achat des Guinéens, ce qui n'est pas le cas dans notre pays ici. C'est vrai que les mines constituent, disons, un véritable amortisseur pour pouvoir effectivement soutenir l'économie de notre pays ici. Vous avez bien posé la question, est-ce qu'on peut toujours continuer de compter sur les mines alors qu'en réalité, nous connaissons effectivement les risques qui sont liés, disons, par le fait de se contenter uniquement sur les mines. Alors qu'en réalité, depuis plus de 2 décennies aujourd'hui... 10 décennies. 2 décennies, j'allais dire. Ah, ok, 2 décennies. 2 décennies pour les mines. Nous, disons, nous avons effectivement orienté tous nos regards vers les mines. Je veux parler de ces différents gouvernements qui se sont succédés dans notre pays ici, alors qu'en réalité, on pouvait, à partir des mines, pouvoir développer d'autres secteurs, notamment l'agriculture, et effectivement imposer à ces sociétés minières-là de respecter leur cahier de charges, ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Donc, voyez-vous, il y a effectivement une double perte, c'est-à-dire que les mines dont on parle là, les mines sont appelées à se puiser un jour. Donc, alors, qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons, puisque nous en avons abondamment la bauxite dans ce pays-là, on ne peut pas compter effectivement les différentes ressources du sous-sol que nous en avons dans notre pays ici, parce que jusqu'à date, il y a certains qui estiment que la Guinée elle-même ne connaît pas effectivement tout ce qu'elle dispose en termes de richesse de son sous-sol. Les Américains sont annoncés pour pouvoir voir sur toute l'étendue du territoire national la cartographie minière que nous disposons dans notre pays ici. Donc je crois que c'est quelque chose de fondamental. En attendant, il faut que nous essayons de voir, et c'est en cela que j'ai dit ici, ceux qui sont autour de nos présidents, les conseils du président, surtout dans ces différents secteurs-là, il faut pouvoir quand même avoir le courage d'orienter les décisions de nos dirigeants vers effectivement la diversification
de notre économie, c'est-à-dire que essayer à partir des mines pouvoir développer d'autres secteurs, notamment l'agriculture et certains secteurs aussi, parce que l'agro-business aujourd'hui dans notre pays ici, c'est quelques personnes qui évoluent dans le privé. L'État n'y participe pas de manière substantielle pour pouvoir permettre à des secteurs de l'agriculture pour bénéficier tout ce qu'il faut effectivement pour que nous puissions quand même de ce côté-là aussi garantir l'autosuffisance alimentaire. Nous bénéficions naturellement, parce qu'on parle de plus de 40% du budget national, hein. C'est à partir le BND, c'est à partir de du secteur minier. Donc il faut qu'on essaie effectivement de régulariser la balance pour que l'agriculture aussi puisse, de l'élevage aussi puisse s'inviter dedans, et pourquoi pas d'autres secteurs aussi. La pêche, nous en avons aussi quelque chose aussi de très fondamental. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir développer notre pêche, pour qu'enfin nous puissions être, parce que c'est possible, disons, le numéro 1 dans la sous-région, pourquoi pas dans toute l'Afrique entière. Donc je crois que c'est fondamental aujourd'hui si nous voulons sortir, parce que en réalité, nous sommes dans une économie sous perfusion. C'est ce qu'il faut dire. Au-delà de ces chiffres-là, c'est pourquoi j'ai dit théoriquement, nous avons des chiffres qui nous parlent effectivement d'une économie résiliente. Nous sommes sortis dans une étape où on parlait d'une économie, j'allais dire, à faible revenu. Nous sommes aujourd'hui dans une économie qu'on appelle intermédiaire, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est fondamental aujourd'hui qu'on puisse concrétiser tout au plus ces chiffres-là aux actes ou au concret, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas effectivement avoir tout ce que nous avons comme richesse dans notre pays ici, et effectivement, et que le problème de la nourriture puisse poser problème aux Guinéens. Je pense que c'est fondamental que nos dirigeants puissent effectivement capitaliser tout cela et faire de ces mines-là, disons, un vecteur de développement dans d'autres secteurs, et c'est ce qui pourra permettre même à l'État de mieux, disons, respirer et de pouvoir effectivement avoir ce qu'on appelle un regard diversifié ou transversal dans le cadre de l'économie de notre pays. Je crois que c'est fondamental aujourd'hui, mais c'est quand même assez sidérant qu'on puisse entendre dans notre pays ici, où nous acheminons vers les autres pays occidentaux plus de 100 000 tonnes de bauxite, ou 100 millions de tonnes, me rectifiera certainement il a les bons chiffres, mais c'est des centaines de tonnes de bauxite que nous acheminons vers les autres. Centaines de millions. Des millions de tonnes. Vous confirmez, c'est des millions de tonnes. Des millions de tonnes. Parce que quand même, c'était assez gros dans ma bouche pour dire que 100 millions de tonnes de bauxite et nous acheminons chaque année vers les autres États. C'est pas exagéré. Et si c'est comme ça, qu'est-ce que nous faisons de tout cela? Est-ce qu'on le fait juste pour essayer, encore une fois, de trouver quelques besoins existentiels et permettre effectivement à ceux qui nous dirigent, ça ne date pas d'aujourd'hui, de faire face à ce qu'ils pourraient qualifier des objectifs urgents pour pouvoir effectivement contenter la population au minimum? Parce que en Guinée ici, c'est le problème dans notre pays ici, c'est que les gouvernants, quelquefois aussi le peuple se contente du peu, du minimum. Il faut que nous puissions sortir et que nous rêvions grand, parce que ce pays-là regorge tout. Nous avons tout pour nous développer. Je crois qu'il suffit juste que les uns et les autres comprennent et qu'on ait le patriotisme. Le patriotisme, ce n'est pas des expressions fumeuses qu'on peut entendre ici et là, c'est dans les faits des actes. Parce qu'aujourd'hui, les sociétés minières qui sont là aujourd'hui et qui ont bénéficié des contrats de l'État ne respectent ni le code minier, ni les conventions qui les lient avec l'État guinéen. Et il y a un paradoxe, puisque nous avons reçu ici des spécialistes qui nous ont expliqué effectivement, jusqu'à présent, nous sommes le seul pays où nous avons un code minier pour lequel toutes les sociétés minières sont amenées à respecter. Et ces sociétés minières-là passent par des conventions. Et c'est sur la base de ces conventions. Là aussi, c'est ce qui les arrange. Ils respectent ce qui les arrange. Alors pourquoi ne pas respecter le code minier qui est là, et on passe par des jarguichis quelquefois juridiques pour pouvoir effectivement obtenir de conventions taillées sur mesure. Ils ne respectent rien de leur cahier de charges. Ce qui les intéresse, c'est comment soudoyer quelqu'un cadre tapis dans l'ombre, et ce sont ces cadres guinéens, encore une fois, en complicité avec ces sociétés-là, qui font effectivement ces sociétés-là agissent en toute impunité, et ce qui explique par endroit la dégradation environnementale et par ricochet le réchauffement climatique. Donc je pense qu'il faut qu'on se réveille. C'est cela aussi le patriotisme, c'est cela aussi la vision dans le cadre de la gouvernance. Il faut essayer de se projeter vers l'avenir. Il faut faire en sorte que ces sociétés-là puissent respecter, disons, leurs engagements. Je pense que c'est fondamental.
et pour les sociétés et pour l'État guinéen, parce que quand nous continuons à exploiter de manière, disons, continue et abusive, sans pour autant que les mesures qui peuvent permettre la pérennisation de cette exploitation-là ne soient respectées, cela va de soi, effectivement, à un certain niveau. Nous sommes appelés, effectivement, à faire face, disons, à des conséquences assez dramatiques et qui pourront même freiner l'exploitation de ce que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi c'est fondamental que nous puissions prendre en compte toutes ces là pour préserver l'écosystème de notre pays ici. C'est ce qui pourra effectivement permettre même à ces différentes ressources là de se multiplier, et je crois que la Guinée pourra bénéficier éternellement de ces ressources du sous-sol là. Maintenant, si on ne voit pas cela, on voit ce qu'on obtient ici et là, c'est-à-dire qu'on s'inscrit disons dans une vision à court terme. Voilà ce que nous voulons dans 6 mois, dans une année, dans 2 ans. C'est pas comme ça qu'on gère un État. Bien. Il faut des grands projets qui puissent tenir compte, effectivement, l'intérêt général. C'est ce qui pourra arranger le peuple là, et c'est en cela que le peuple se souviendra de vous. Bien, 66 ans d'indépendance. Les mines qui continuent de faire leur petit voyage vers les pays occidentaux. Il faut le rappeler, 66 ans que des trains ne se sont jamais arrêtés en République de Guinée. Pour quel profit? On pose la question, puisque le panier de la ménagère continue de subir un sacré coup. On ne le fait même pas l'amour, mais on le viole, il faut le dire. Hein? Oui, un Mohamed Ba, ça vous fait rire ce matin? Ça me fait vraiment rire quand on voit ces trains. Nous sommes nés dans une cité minière, une zone industrielle. On a ouvert les yeux, on voyait ces trains partir, toujours. On a grandi. Et puis voilà, nos enfants aussi sont là, nous allons passer. Et puis les trains vont continuer à rouler. Sur le corridor Sangaridi, Kamsar, en passant par Boké, Kolabouye. Et ça a duré des années, depuis 1973, quand le premier bateau a bougé. On a connu cela. Et tout ça, selon le dernier, si ma mémoire est bonne, c'est que la bauxite rapporte à la Guinée chaque année. C'est pas beaucoup. C'est 500 millions de dollars que nous recevons seulement en 2021. Peut-être on peut me dire le contraire. Je reviens là-dessus, je ne me suis pas trompé. 500 millions de dollars que la bauxite précise apporte à la Guinée. Et ça, une bonne partie du côté de la CBG, la compagnie des bauxites de Guinée, nous rapporte. Donc c'est quelque chose qu'il faut noter. Mais c'est le développement la Guinée, on parle de panier de la ménagère. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. On va envoyer des experts un peu partout dans le monde entier qui vont s'intéresser au cas guinéen à partir de la bauxite dont nous faisons vraiment la référence, l'élément fondamental pour notre développement. On ne s'en sortira jamais. C'est le panier de la ménagère qui va continuer à prendre un coup. On se demande pourquoi c'est la bauxite, pourquoi c'est le sous-sol dont nous pensons seulement qu'ils peuvent nous aider à sortir de ce que nous connaissons aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur des mots comme galère, comme misère que nous traversons, comme vraiment précarité que le Guinéen est en train de vivre aujourd'hui. 500 millions de dollars, si on te dit c'est que cacao et autres, là, vraiment du côté de l'agriculture, rapportent à d'autres pays voisins qui n'ont pas de bauxite, qui n'ont pas d'or, même s'ils en ont, peut-être ce n'est pas une exploitation première chez eux, donc, vous n'allez pas y croire. C'est que je veux dire par là aussi qu'il ne faut pas oublier, il faut essayer d'inverser les rôles. On ne doit pas prendre le secteur primaire comme on appelle, mettre le secteur primaire au second plan, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, toute la transformation. Ce que ce secteur rapporte à la Guinée, c'est pas beaucoup. Est-ce que ça atteint même les 30%? Non, c'est à peine 29% du produit intérieur brut que nous rapporte vraiment ce secteur agricole. Alors que tous les bras valides, tous les hommes vraiment qui ont de l'énergie, qui travaillent la terre, sont dans ce secteur, le travail d'agriculture, c'est dans ce secteur-là. Et le secteur dont nous pensons vraiment nous rapporte beaucoup, qui est plus de 40%, c'est le secteur de transformation, de l'agriculture, comme on appelle ça, le secteur tertiaire, dont on parlera de transport, on parlera des télécommunications, on parle de tout ce que nous connaissons. Dans ce secteur-là, qu'on devrait beaucoup plus développer, je parle de l'agriculture. Si on ne travaille pas dans ce secteur, qu'on pense que c'est les mines qui peuvent développer notre pays, on serait trompé. Ceux qui peuvent tirer bénéfice, ce sont les hommes
qui sont dans les affaires, qui sont aux affaires, j'allais dire, et qui bénéficient des retombées sans que cela n'arrive au niveau de la population à la base. Le panier, quand on dit panier, on ne voit pas la dame qui a 4 véhicules dans sa maison, dans leur cours pour aller au marché. On ne parle pas de ces personnes-là, de ces femmes-là. On parle de panier ménagère, la maman qui est là en Gabuntunga-Yari, dont à peine quand vous donnez 50 000 francs, ça peut même suffire 3 à 4 jours pour pouvoir faire la sauce à la maison. On parle de ces personnes, pas ceux qui vont faire des achats à Paris, à New York, je ne sais même pas où. Il faut qu'on tienne compte de cela. La bauxite, c'est très bien, ça peut aider si on utilise à bon escient dans le cadre de développement de la valeur, du contenu de notre pouvoir d'achat, du contenu de notre panier. Si on ne sait pas de voir, dirait-on, la stratégie de ce que nous rapportent nos exploitations les mines, on ne va pas s'en sortir. On peut mettre la bauxite au service de l'agriculture. On met la bauxite, ce qu'on gagne, on met ça au service de l'agriculture. 500 millions, tenons juste. Je ne sais pas. Est-ce que les diamants, qu'est-ce que diamant nous rapporte aujourd'hui, l'exploitation des diamants nous rapporte aujourd'hui, je ne sais pas, mais nous avons des ressources extraordinaires dans ce domaine-là. L'or, on n'en parle même pas. Qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place? Pourquoi on ne peut pas voter des lois où on peut dire le secteur, les ressources minières, si dans les 500 millions, combien de pourcents qu'on peut dédier automatiquement dans le développement ou dans la mécanisation, j'insiste bien, la mécanisation de l'agriculture pour pouvoir développer ce secteur aussi. Parce que tant qu'on n'arrive pas à sortir de ce... on n'arrive pas à mettre une stratégie de la sorte, on ne sortira jamais de ce problème. On en parle depuis des années, depuis des décennies, depuis que moi j'ai commencé à suivre les médias, depuis que j'ai commencé à exercer ce métier, on en parle toujours. Le secteur minier, c'est un secteur dont nous pensons qu'il peut nous développer, mais on n'ira nulle part. On a entendu parler ici du pétrole. Oui, vous projetez dans le futur là. On a la vision Simandou 2040 qui peut permettre à la Guinée de ressembler à la Chine. Ne tombe pas. C'est juste une phrase, j'ai dit. C'est que tu dis là. Non, c'est que je vois, il risque de tomber. Donc, on a la vision Simandou 2040, il faut y croire. On a le plus grand gisement de fer dans le monde. On a Simandou. Le plus grand jugement de fer qui pourrait nous non exploité. Le plus grand jugement de fer qui pourrait nous envoyer en enfer si on ne fait pas attention. C'est toi qui le dis. Parce que je le dis et j'insiste là-dessus. Ne jouez pas au Cassandre. Je ne joue pas Cassandre, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Yaya. Si on n'exploite pas très bien, on pourrait se retrouver là. On pense que c'est qu'on est plus intelligent que Ahmed Sékou Touré, qui a préservé, qui a gardé cela pendant combien de temps. Aujourd'hui, on parlera de certains pourcentages. Mais ce qui avait tu es contre ça? Tu es contre l'exploitation du Simandou? De la mauvaise exploitation de la bauxite, de nos ressources naturelles. Je ne parle pas. Simandou, c'est un cas isolé pour moi. C'est un cas isolé. Je suis né dans le secteur minier. Vu mon papa travailler, j'ai vu des amis qui continuent de travailler dedans. Je sais ce que cela veut dire aujourd'hui. Je peux te dire que vraiment, ce qui se passe là-bas aujourd'hui. Mais la bauxite t'a permis de bien étudier, parce que tu dis que ton papa a servi dans les sociétés minières. Ça, c'est les effets. C'est parce que mon papa a accepté de vivre ce qu'il a vécu pendant cette période. Ne rentrons pas dans ce cadre-là aussi. Ce que mon papa a vécu pendant cette période, pendant plus de 25 ans, 30 ans de travail, ça, je ne parlerai pas d'exploitation de l'homme par l'homme, mais on sait ce qui s'est passé. Parce que tout ce qui se faisait là-bas, qui devrait revenir à la communauté directement là-bas, était bloqué par des élites ici. Et par des Guinéens. Par des Guinéens. Bien. Des Guinéens. Mais il faut apporter, pas n'importe quel Guinéen. Il ne faut pas accuser mon frère menuisier, il ne faut pas accuser mon frère, je ne sais pas, éleveur, qui n'a rien à voir dans ça. Mais des élites qui ont étudié dans ce pays, qui sont partis à l'international, qui sont revenus, qui ont trouvé des stratégies, comment détourner les revenus qui doivent venir directement à la communauté. Et on garde ça au sommet de l'État, ça ne revient jamais à la communauté. Ça, on l'a vécu pendant toujours. On l'a vécu toujours. Et quand je parle aujourd'hui, pas parce que je suis contre le pouvoir actuel, ça n'a rien à voir. Non. Mais c'est la mauvaise gestion que je connais des hommes politiques de ce pays. Des hommes, pas des hommes politiques, mais des intellectuels. Pardon. Supposés intellectuels. Des supposés intellectuels. Bien. On sait ce qu'on a fait. Le premier bateau a quitté le port de Kamsar le 1er août 1973. Depuis 1973, qu'est-ce qui s'est passé dans la zone de Bouquet? Allez voir. Non, il a fallu combien de combats? C'est l'enfer. Allez voir, il y a eu combien de combats au niveau de Koualaboui qui est devenu presque, pendant un certain temps, le Bambeto, excusez-moi de stigmatiser de la sorte, le Bambeto de la région de Bouquet. Ou l'axe de Bouquet. Parce que c'est trouvé à cheval, Bouquet, Kamsar, Koualaboui est là. Mais les jeunes ont manifesté combien de fois? Aujourd'hui, il y a l'électricité. Pas parce qu'on veut donner l'électricité, parce que les jeunes, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Ils étaient contraints de donner. Parce qu'ils ont barré les rails combien de fois, empêché le train de circuler combien de fois pour qu'on donne de l'électricité. Et ça depuis 1973.
Et tu t'imagines, Depuis 1973. on a tout fait pour avoir quand même le secrétaire général du ministère des Mines pour venir répondre à notre interrogation. Il avait quand même accepté pour un premier temps. Mais depuis lors, on l'appelle, il ne décroche pas. Je pense que le monsieur, il nous écoute à l'instant. Abdallah, il va essayer de venir répondre à toutes ces interrogations. Les choses ont évolué aujourd'hui. Mais pendant les années 80-90, imagine bien, on disait que ce qui revenait à la communauté, c'était 500 000 $ qu'on envoyait. 500 000 $. Quand vous avez un ou deux puits, une école, une couche de peinture, 3 tables bancs, c'est terminé, vous n'en parlez pas. Si on revenait, ces 500 000 $ revenaient normalement à la population, à la communauté de Sangaredi, de Boké, de Tingilinta, de Kolaboui et tout ce qui à Kamsar, on n'allait pas parler de Kamsar, de Boké, Sangaredi, tout ça. Tout ça, on parle d'un cas spécifique, on parle de panier de la ménagère. Parce que quelque part, il y a un travail qui n'est pas fait. C'est pour cela qu'on ne ressent pas au niveau du panier de la ménager. Quand je prends le cas spécifique de Sangaré, c'est un cas exemplaire qui devrait servir pour l'exemple pour tout le pays, parce qu'il y a des sociétés minières. Aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé du côté de Fria. On sait ce qui s'est passé ou ce qui se passe jusqu'à présent du côté de Kindia, qu'on parle moins, parce que ça, c'est un autre problème. C'est un peu partout la même chose des sociétés minières. Mais l'exemplarité devrait être beaucoup plus tirée du côté de la CBG, parce que cette société a un peu de sérieux dans son travail. Mais malheureusement, l'élite guinéenne ne fait pas ce qu'il faut pour pouvoir aider le Guinéen à se développer, pour aider la population à sortir de cette situation. Imaginez cette période. Je dis bien, à l'époque, 500 000 $ qui revenaient. Mais où allait l'argent? Qui devait revenir alors? Dans les conditions normales, alors qui devait revenir. La communication, je pense qu'elle est très bonne. Qui devait revenir. Mais on en venait. Il a fallu combien de temps avant qu'on nous voit une couche de, couche de goudron sur la route tronçon de 75 km entre Boké et Sangaredi. Et vous savez, qui s'était engagé dans ce projet? C'est Guido Santilo à l'époque, qui ne connaissait rien dans le goudron, qui s'est rentré dans ça. On a passé 30 ans sans avoir le goudron sur cette route-là. Et pendant ce temps, l'argent s'est rentré. Je prends un exemple. C'est peut-être quand vous parlez de... Je prends ce coup de gueule-là, vous parlez de Simandou, parce que je sais ce que cela veut dire, les mines. Pourquoi Simandou va faire l'exception? Mais c'est pourquoi moi j'ai ma base. Ouais, on me prouve maintenant pourquoi Simandou ne sera pas comme CBG, comme OBK, comme Frigia. Ça viendra. Et bien voilà, l'économie a demandé ceux qui sont nés en Fria. Il faut espérer. J'ai fait quand même un magazine du côté de Fria. J'ai vécu ces réalités où on me l'a relaté. Et ça a été relaté de fond en comble. Fria, un enfer dans un paradis, j'avais nommé. Et je voulais aussi faire un tour à Boké. Boké, j'ai quand même fait plusieurs allers-retours. Puisqu'il faut comprendre un peu cette zone. Il ne faut pas aller là-bas actuellement. Il ne faut pas aller. La route dont je parlais goudronnée là. Donc ça où c'est parti parce qu'il y a 6 mois j'y étais. C'est que quand je parle je risquerais de transformer l'émission réellement basée sur... Parce que l'économiquement c'est à ce côté-là. Avant ce sont les trains qui transportaient de la bauxite. Pendant l'année, les trains c'était des camions qui traversaient la ville de Boké à tout moment. Donc le goudron, la route qui était là était complètement défoncée et c'était compliqué, c'était l'enfer pour la population. C'est pour ça à tout moment il y avait ces problèmes-là. Donc aujourd'hui... Les sociétés minières, on ne dit pas de ne pas exploiter, parce que de toute façon, ça sera exploité un jour. Je suis d'accord. Mais quel est le plan de développement mis en place? C'est tout à fait normal de parler de 2040. Mais il y a quoi dans 2040? Quel est le contenu de 2040? Il y a beaucoup de choses. Le secrétaire général viendra répondre. Le contenu de 2040, expliquez-nous. Ne dites pas seulement c'est un grand projet, le corridor était là, et le corridor, ça va employer plus de milliers de projets, c'est normal. Emploi direct de 100 000, 200 000, tout ça c'est bien dit, c'est beau, c'est intéressant. Mais le fond, il y a quoi? L'impact direct. Parce que nous sommes traumatisés par d'autres, pas la sous-compagnie réellement, mais les retombées de la compagnie des bauxites de Guinée, détournées par des élites parce que ça n'a pas été investi comme cela devrait être fait dans la zone de Boké, ce qui a poussé aujourd'hui Boké à être dans cette situation. Le président Alpha n'a pas dit pour rien, zone spéciale de Boké. Ça n'a pas été zone spécifique et que zone économique spéciale, ça n'a pas été dit comme ça. C'est parce qu'on a vu ce qui se passe ailleurs et on sait que les ressources qui sont dans cette localité, ça peut donner encore beaucoup de choses. Et à l'époque, je crois, Bofa n'était pas développé dans le cadre de la bauxite. Et aujourd'hui, Bofa est dans ce dos-là. Ils sont en train de dilapider nos terres. Et imagine le magazine que nous avons fait qui doit passer ce mois d'octobre là. Vraiment, le magazine réalisé du côté de Bofa, c'est extraordinaire côté environnement, comme répercussion sur la santé, sur l'environnement de cette population. Attention,
2040, je suis d'accord, mais quel est le contenu de 2040? C'est ce que je veux savoir. Parce qu'on risquerait vraiment de créer de n'importe quoi. Dès qu'on parle de 2040 aujourd'hui, l'argent, ça va fuser de partout. En tout cas, projet d'argent. Mais le fond, il y a beaucoup de choses qui restent à nous dire. Beaucoup de choses à dire et nous vous invitons à rester aux aguets. Et très bientôt, vous aurez le premier numéro de nos magazines, un lot que nous avons eu à réaliser sur toute l'étendue du territoire national. Pour le premier numéro, nous allons certainement vous plonger dans la ville de Bofa, Bofa et ses alentours, et vous allez comprendre le pourquoi de ce ras-le-bol de notre PM ce matin. Mais elle va se calmer. Mohamed Leba, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Enfant de Bofa, vous vivez les mêmes réalités. Au-delà d'être enfant, vous êtes journaliste. Aujourd'hui, une question qui occupe les esprits. 66 ans d'indépendance, l'économie guinéenne résiliente, c'est vrai, c'est une réalité, mais parlant du PIB, on a du mal à comprendre qu'un Guinéen soit, que le SMIC soit autour de 500 000 et que le Guinéen puisse acheter un sac de riz à 350 000. Si nous devons faire les calculs, ça nous reste 150 000 pour soigner ses enfants, 150 000 pour aller, comment je peux dire ça, au boulot, 150 000 pour s'habiller, 150 000 pour gérer les problèmes familiales, 150 000, c'est de l'argent en francs guinéens. Mais est-ce que on s'en sort? Est-ce qu'on s'en sort finalement? Vous savez, moi, je vais essayer de faire un effort pour ne pas m'énerver. Comme Mohamed, comme Yaya. Je vais essayer d'aller quand même. Tu ne vas pas y arriver. Je te lance le défi. Je sais quand même que c'est ahurissant. C'est très compliqué de ne pas vraiment s'énerver ou voire même, disons, verser les larmes par rapport à aujourd'hui à tout ce qui se passe quand il s'agit quand même des communautés à travers la Guinée par rapport aujourd'hui à cette exploitation minière. Ce qu'il faut dire par rapport à la résilience de l'économie guinéenne, aujourd'hui, vous savez, moi j'aime toujours prendre des exemples très palpables. C'est comme si vous voyez de l'extérieur un couple de nos jours, vous allez penser que tout va bien. Honnêtement, pourtant il y a des problèmes dans les couples. Dès que vous venez à la maison, vous allez trouver qu'entre monsieur et madame sont en train de se battre. Mais finalement, dès qu'ils entendent quelqu'un venir, et puis voilà, ils font semblant que tout va bien, et puis voilà, on continue. C'est comme ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux. Miroite. Évidemment, vous allez penser que tout va bien. Comme vous l'avez tout à l'heure dit, c'est comme si c'était de l'enfer dans le paradis. C'est exactement comme ça se passe aujourd'hui avec les sociétés minières. Parce que c'est comme ça, souvent quand on parle de l'économie guinéenne, aujourd'hui, on se focalise sur cela pour tirer une conclusion à la hâte parfois. Même si cela, aujourd'hui, ne semble même pas être une réalité, parce que vous avez aujourd'hui à travers la Guinée, pas que pour la zone spéciale économique de Boké. Vous avez Sigiri, vous avez d'autres villes aujourd'hui où il y a de l'or et d'autres quand même ont été découverts. Et bientôt c'est la forêt avec évidemment Simandou avec Simandou. La dernière fois c'était le cas de Gawal avec cette ruée aujourd'hui à l'époque vers l'or à Gawal. Et on en parle moins aujourd'hui. Il y a eu même des cas de mort. Précisément, c'était où? Councitel? C'était à Councitel. C'était à Councitel en 2020-2021. Il y a eu cette découverte-là. Il y a eu une ruée vers l'or. Pas 2021, 2022. Voilà, en tout cas, c'était 2022-2023. Voilà, dans cette partie 21-23. Parce que je pense qu'il y avait à l'époque les militaires là qui étaient au pouvoir. Évidemment. C'est 22-22. Oui, bon. 22-22. Entre 21, 22, 23. 22, 23. 22. Oui. Vous voyez, il y a Sigiri, il y a Boké, il y a Bofa aujourd'hui. Ce qui fait mal, il faut aller à Bofa pour comprendre combien de fois que nos frères sont même exploités de façon abusive. C'est que dans des conditions vraiment dégradées, vous allez comprendre combien de fois que ceci là. Si certains crachent même, c'est du chocolat qui sort de leur crachat. Sérieusement, je me suis hasardé à poser une question à un jeune, c'est-à-dire de la localité, pour savoir réellement combien il gagne par mois. Abdallah, je ne vais pas oser révéler réellement ce que ce monsieur-là gagne. C'est 1,5 million. Ce qu'il m'a dit. 1,5 million et plus. Pour ce qu'il est en train d'épouser là-bas ou de vraiment prendre comme étant maladie, comme étant
problème tout autre de santé, vous n'allez pas comprendre. C'est comme pour vous dire aujourd'hui combien de fois que ça ne va pas. Vous le savez, on est parfois intellectuel, mais pas intelligent. Vous savez, vous pouvez peut-être parfois être intellectuel, faire, c'est-à-dire faire de grandes études, être une personne ayant roulé sa bosse par-ci, par-là, et finalement, dans le comportement des faits ou dans les faits des comportements, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre dans quoi. Vous voyez que l'intelligence, ça manque beaucoup. Dans la gestion des biens publics ou je ne sais pas, des ressources naturelles de notre pays, c'est ce qui nous manque souvent. On manque de vision. Nettement, on manque de vision. On manque d'objectifs. On n'est pas objectif, on manque d'objectivité. Parce que souvent, c'est ça aussi le problème. On va parler de Simandou. On a vu ici le cas avec Rio Tinto à un moment donné. Tout le monde pensait que voilà le paradis dont on rêvait tant et puis voilà finalement sera là. Mais après tout, on revient encore à la case départ. On ne se demande jamais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Pourquoi on est dans cet éternel recommencement? Qu'est-ce qui fait qu'on ne progresse pas? Pourquoi on est encore toujours au début de nos problèmes? Au but de la résolution vis-à-vis de nos problèmes. C'est parce que nous-mêmes, nous posons très mal l'équation et finalement, on s'attend à un résultat alors que l'équation a été au préalable mal posée et on veut vraiment que ce soit une solution magique, c'est-à-dire avec des bâtons de Dieu où on tape par-ci, le sort, on tape de l'autre côté, le vin sort, et puis voilà, on dit qu'il faut un mélange. En tout cas, il faut au Fébrilou Alama, ça va arriver, c'est l'État qui va toujours prendre en considération ou c'est l'État qui va toujours nous sortir de façon magique dans ces problèmes-là. Pourtant, c'est nous. Je vais aller sur le côté environnemental. Vous allez comprendre aujourd'hui, quand c'est vrai qu'il y a le réchauffement climatique, pas que seulement pour accuser ces sociétés minières-là, mais l'impact aujourd'hui sur l'environnement de ces sociétés minières, ce sont des impacts très palpables. Il faut juste aller du côté de Kamsar pour comprendre combien de fois, avec la CBG par exemple, que la mangrove de ce côté-là est impactée. Il n'y a pas de mesures compensatoires. Même s'il y a des actions. Hein. Parfois, il y a des actions. Pas forcément compenser le tout, mais évidemment, souvent, il y a des actions qui sont annoncées. Sauf que parfois, sur le terrain, vous allez comprendre qu'avec même les dirigeants, même parfois locaux, vous allez comprendre que la malhonnêteté est tellement devenue une culture chez nous que c'est échelonné. Donc le problème pour vous, ce ne sont pas ces sociétés minières. La résilience de l'économie doit, ou cette répercussion de l'économie, de la résilience de l'économie sur le panier de la ménagère dépend naturellement du comportement de notre élite. Moi, je ne vais jamais accuser ces sociétés minières d'être responsables de tout ce qui se passe. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le code minier. À côté de ce code minier, il y a des conventions signées par-ci, par-là. C'est seulement le respect de ces conventions-là qui n'est pas admise. C'est ce respect-là que nous ne voyons pas. Parce que souvent, vous allez voir que nous-mêmes, c'est-à-dire Guinéens, nous sommes complices de notre malheur, de ce qui nous arrive comme étant malheur. Vous allez voir, tout est beau à travers les textes, parce que quand il s'agit quand même des textes de loi, dans notre pays a une réputation dans ce sens-là. Les textes de loi, en tout cas concernant notre pays, sont soigneusement traités. Et puis voilà, vous allez voir, ce sont de beaux textes. À travers le monde, la Guinée même peut servir d'exemple pour beaucoup de pays. Mais maintenant, le problème, c'est où? C'est par rapport à l'application de ces textes de loi-là. Et ces sociétés, dans les conventions ou les contrats entre les sociétés et l'État, vous allez voir que tout est dedans. Et vous allez comprendre combien de fois que c'est encore l'État qui peine à interpeller ces sociétés-là de respecter ces cahiers de charges, de respecter ces conventions, de respecter le code minier, de respecter leurs contrats vis-à-vis de l'État. Bien. C'est parce que moi-même, je n'accepte pas, je veux te corrompre quelque part. Le contrat est là, bien établi.
il y a quelqu'un d'autre qui tourne de l'autre côté, une autorité locale, une autorité, c'est-à-dire d'en haut, et puis on vient dire non, voilà, tiens ça, aide-moi à voir ça, et puis c'est comme ça, vous le savez, c'est des communautés, ces gens-là ne sont pas allés à l'école, et puis voilà, finalement on peut faire ça. Comme Mohamed l'a dit, on vient construire une petite école, des débarcadères ou pas, par-ci, par-là, des petits ponts, où on fait venir la presse. Voilà, on dit, c'est ce qu'on a fait. Vous voyez, à travers des images, vous dites, waouh, les gens là sont en train de travailler. Ne me fais pas revenir à cette assertion qui dit, en lisant la presse, il faut toujours se poser la question qui a acheté l'encre. Non, ne me fais pas revenir à ça. Il faut toujours voir toutes les images pour comprendre réellement ce qui se passe. Non, parce que souvent, ça alors, c'est du ressort de la presse. Je connais un petit pont en Alpha Condé, c'est du côté de Ratoma. Dans le virage, en partant vers Ratoma Mosquée, là, il y avait un petit pont, un très petit pont. Alors, un ouvrage de petits trucs. C'est même pas si on peut appeler cela comme ça. On nous a fait venir pour l'inauguration de ce pont-là. Je vous le jure, quand je suis venu. C'était une communication. Et puis, non, vous ne comprenez pas. C'était toute une cérémonie. Mais c'est une communication. Il a voulu juste communiquer. Toi aussi, tu communiques, tu quittes. Quand on était venu, parce qu'on se demandait réellement, mais de quelle infrastructure parle-t-on? Quand on est venu voir, nous tous on a quitté. Bienvenue. Honnêtement, parce qu'on a compris que là, il n'y avait pas du sérieux. Ce ne sont pas des réalités, comment je peux dire ça, uniques à la Guinée. Hein. C'est pas bon. En fait, on parle de la Guinée. On parle de la Guinée. Quand il s'agit de l'enfer, tu ne vas pas m'emporter. Quand il s'agit de l'enfer, je n'aime pas prendre sur d'autres pays. On parle des réalités guinéennes. Donc aujourd'hui, du côté de Sangaredi, du côté de Boké, de Kolaboui, il y a aujourd'hui des communautés qui n'arrivent même pas à avoir de l'eau potable. Il y a des communautés qui avaient des marigots où elles partaient puiser de l'eau, c'est-à-dire pour se servir. Ces puits-là aujourd'hui sont impactés à travers l'exploitation minière. Il n'y a pas de mesures compensatoires. Ça veut dire que déjà, dans les cahiers de charges, tout est violé. On ne le fait pas. C'est qu'il y a un impact aujourd'hui grave sur l'environnement et sur ces communautés-là. Donc vous voulez tout simplement conclure qu'avec toutes ces réalités, il est difficile que notre économie puisse avoir un impact positif sur le panier de la ménagère, c'est ça? Il faut juste revoir le PIB pour comprendre cela. Ce n'est pas magique, Abdallah. Oui, Yaya Diallo, en 2 minutes. Hein, en 2 minutes. En 2 minutes, comme en 10. Non, si vous en 2 minutes. On n'ira pas comme en 10. En 2 minutes. Je te connais. Tu ne vas pas nous amener en 2 minutes. Je suis très strict. En 2 minutes. Aujourd'hui, je t'ai donné 2 minutes, non 30 secondes. Déjà 1 minute déjà. Il faut t'estimer heureux. À plat la camarade. Bien sûr. Ceci dit, je pense que le Premier ministre, chef du gouvernement, l'avait dit ici, qu'il refuse d'être, c'est-à-dire la Guinée, une malédiction de ses ressources naturelles, comme c'est le cas pour beaucoup d'États africains. Pour que la Guinée ne soit pas comme telle, je pense que la logique voudrait que nous cessions et nos dirigeants cessent d'être pris en tenaille, j'allais dire, dans le cadre d'un certain nombre de réalités géopolitiques. Vous savez, les contrats, les accords, ce sont des entreprises étatiques. La Chine, toutes les entreprises dont on entend ici, c'est des entreprises étatiques dont l'État chinois est en train de faire la promotion. Il en est de même pour beaucoup de géants qui évoluent dans le cadre minier. Donc je pense que c'est important que ce qui nous gouverne aujourd'hui soit avisé, pour qu'ils soient avisés, j'allais dire, pour qu'ils puissent effectivement voir comment est-ce qu'il faut prendre des décisions qui peuvent être des décisions productives dans l'avenir et pour notre pays. C'est fondamental aujourd'hui. Si les sociétés viennent ici, elles font ce qu'elles veulent. On a vu ici, les Guinéens sont traités ici comme des malpropres dans notre propre pays. C'est parce qu'à un certain niveau, ceux qui nous gouvernent n'ont pas mesuré la responsabilité qui leur incombe, celle qui consiste à pousser à ces sociétés-là. C'est ça aussi un bon partenariat. On s'est entendu sur quelque chose ici, mais respectez ce qui vous revient des droits. Je pense que c'est fondamental, c'est vice-versa. Parce que quand c'est l'État guinéen aussi qui ne respecte pas ces engagements, cela va de soi que les sociétés vont essayer de taper de poing sur la table pour interpeller l'État guinéen. Donc je pense que tout ce que nous avons aussi, c'est pour le bonheur de notre population. Maintenant, si c'est la première victime, cela va de soi effectivement que la malédiction continue. Allez, il faut encore se poser des questions. Après 6 décennies d'indépendance, c'est très important. Vous êtes sur le média du développement. On y va avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs au stand. 629 95 67 deux fois. Abdallah, une pensée positive à mon patron Joe Bébé Tossi
Sidibé, Elijah Kaba, Angola, si mon général Mamadi Doumbouya ne se présentera pas à la prochaine élection présidentielle en Guinée, je changerai ma nationalité puisqu'il est l'unique, il dit, il est l'unique espoir des Guinéens, écrit-il, l'incontournable communicant du CNRD, l'enfant chéri de Bouramaya Samaya, Monsieur Sila Rukens, Abdallah, si tu vois que le Premier ministre Baouri prend la parole sur la tribune ou à la tribune des Nations Unies, c'est que nous avions notre indépendance totale. Abdallah, je suis fier d'être guinéen. Pour preuve, j'ai acheté des t-shirts pour ma femme, les enfants voisins. Abdallah, j'ai une casquette et t-shirt pour toi. Juste pour te dire que je suis très content pour mon indépendance. Monsieur Silla, sacré Silla. Merci, merci pour le cadeau. Demain, 2 octobre, signé l'infatigable communicant du CNRD civilisé. Silla, entre Alpha Condé, je te pose cette question directement. Entre communicant d'Alpha Condé et du CNRD, qui es-tu vraiment, Silla? Tu me donnes des mots de tête. Bonjour Kavi. Hier, on n'a pas compris. On a manqué l'émission qui révolutionne la sphère médiatique guinéenne. Toutes nos excuses. On avait eu quelques soucis côté radio, mais à la télé, il y avait quand même cette émission qui se poursuivait. C'est quand votre rentrée sur le bouquet canal, très bientôt, Inch'Allah, avec la bénédiction des autorités sur place. On aura du mal à améliorer notre économie sans l'industrie minière, agricole, alimentaire. C'est la terre rouge brute qu'on exporte et on n'aura pas beaucoup de retombées d'emplois aussi. Il faut une énergie pour ces industries et autant. Sortons dans des discours maintenant, posons des actes, c'est possible avec la volonté. Bonne fête d'indépendance par anticipation. Omar Ben Silla de Kountia Magasin. Bonjour mes chers journalistes, vous êtes les meilleurs. Ah, ma Guinée, nous nous glorifions de nos ressources du sol et du sous-sol, mais nous parce que le mérite n'est pas récompensé dans ce pays. Sinon, on allait dépasser plusieurs pays de la sous-région. Mais hélas, les gens sont nommés par affinité, non par compétence. Et puis, la corruption est devenue une culture dans ce beau pays, écrit-il. Dieu paiera à chacun ses œuvres. Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Mando, depuis Dabondi, fidèle auditeur de cette émission. Bonjour Kavi, bonjour les débatteurs. La Guinée étant le deuxième pays exportateur de mines, jusqu'à présent, nous sombrons dans le retard. 6 ans d'indépendance, pas de concret et les autorités se remplissent les poches pour mettre le pays en retard car j'ai peur pour ma Guinée. Fodé Mokhtar Keïta depuis Lansanaya Barrage. Merci à tous ceux qui nous suivent du côté de Lansanaya Barrage. C'est en haute banlieue, il faut le dire. Bonjour Abdallah et à l'équipe des chroniqueurs de Bonjour chez moi à Guiguel, c'est dans Mitida là-bas. Il est nécessaire pour tous les Guinéens de savoir que les mines nous développons notre pays. Cela dit, si nous avions mis notre énergie, notre intelligence à faire bouger l'agriculture, on n'en serait pas là aujourd'hui. On l'a toujours rappelé que l'agriculture embauche mieux que les mines. Pour terminer, nous devons se demander cette question. Est-ce que nos ressources naturelles et humaines ne constituent pas une fatalité pour la Guinée? On a tout ici, à notre chevet, mais nous manquons de tout. Pauvres de nous, seuls nos dirigeants qui bénéficient de l'exploitation des mines. De retour, le peuple reste main vide et bouche ouverte en voyant tout ça passer. C'est juste extraordinaire. Dommage. Alpha Zidane Diallo, notre ambassadeur depuis Kiroti, fidèle depuis les premières heures de cette émission. Bonjour les amis, c'est Abdoulaye Sow de Simon Bossia. Depuis la mort de Sékou Touré, les mines guinéennes sont devenues une misère et une désolation pour le peuple de Guinée. Même les 500 millions de dollars dont vous parlez vont dans la poche de quelques particuliers. L'intéressé n'a pas signé. On enchaîne toujours. Salut les hommes de bonne foi. Après les dirigeants du premier régime, le pays n'a plus eu des dirigeants patriotes. Ils marchent tous sur le même chemin. Ils ne font que piller et rien. Ils ne font que piller et rien pour le bas peuple. Signé Mamadou Saliou. Bonjour le grand journaliste, seulement qu'hier on a été coupé du monde entier car hier tout ce que vous avez dit, nous on n'a rien bénéficié vraiment. J'espère que vous allez prendre votre disposition. Les dispositions sont prises et comprenez, c'est aussi ça les aléas du direct. Nous comprenons vos inquiétudes et votre attention particulière pour cette émission. Donzo Sekou le pneumatique qui revient. Vous êtes tellement important pour nous qu'on ne veut rien rater de vos émissions. Donzo Sekou le pneumatique depuis Caporo.
Je suis et demeure le communicant infatigable du CNRD de Général Mamadi Doumbouya civilisé, l'enfant généreux de Bouramaya Samaya. Donc officiellement les gars, Sila est le communicant du CNRD, hein, c'est une information qu'il vous donne. Donc il n'est plus du côté de Alpha Condé, c'est lui qui l'écrit. Allez, c'est déjà compris. Est-ce qu'il n'y a pas eu de... Je crois que son compte a été piraté. Ah non, ça n'a pas été. C'est par SMS. Le compte de qui? En tout cas, son compte a été piraté. Je ne crois pas. Mais on continue. Allez, c'est déjà compris. Une pause. Derrière, nous parlons de cette sortie, dit-on, historique de Baouri à la tribune des Nations Unies. Baouri qui veut promouvoir le massif du Fouta Djallon. C'est tout à l'heure. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans le travail. Et si je vous disais que la Guinée a toujours été ce magnifique pays? Avez-vous besoin d'une preuve? Peuple de Guinée, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, préparez-vous à un voyage dans le temps qui va vous ramener en 1958, à l'époque où la Guinée s'achemine vers son indépendance. Et vivez cette expérience enrichissante. Ressentez la sensation, la fierté et la joie d'être témoin de cet événement historique. Il n'y a pas de dignité sans liberté. 66 ans plus tard, nous vous invitons à revivre ces émotions lors de la foire de l'indépendance du 27 septembre au 6 octobre 2024 au stade Général Lansana Conté de Nango, sous le haut patronage d'Adja André Touré à partir de 18h. Au programme des spectacles haut en couleur, des concours palpitants. Le 1er octobre, plongez dans l'histoire fascinante de la Guinée lors de la veille de l'indépendance. Le 2 octobre, vivrez au rythme des concerts de l'indépendance avec des artistes les plus en vogue. Procurez-vous vos billets dans maintenant via la plateforme Max It Orange Money et venez célébrer avec nous le 66e anniversaire de l'accession de l'indépendance de la Guinée. Pour vos réservations de stand, contactez les numéros suivants: le 624 39 74 76 ou le 627 03 03 74 ou encore venez au siège de Kavi Media 6 à Yimbaya, Kankarefour. Vive la République de Guinée! Aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure. Oui, message de réconfort, une joie immense qui anime l'ensemble des victimes depuis l'annonce de cette décision du président, le général Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'on a à lui dire, c'est merci, parce qu'il n'est pas l'auteur de ce qui s'est passé. Dernière sortie parlait du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qui pour vous est aujourd'hui très mal entouré ou tout au plus très mal conseillé. Oui. Merci de nous rejoindre dans la deuxième et dernière partie de votre émission, le Scanner, l'émission de débat constructif qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h. 10h30 à l'ordre du jour. On a épulché en tout cas le premier sujet. On parle de ce deuxième sujet. La Guinée s'engage à faire inscrire le massif du Fouta Djallon sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une volonté exprimée par le Premier ministre lors de son passage à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 79e Assemblée générale. Amadou Ouriba a dans sa prise de parole réaffirmé l'engagement de la Guinée à faire inscrire le massif
massif du Fouta Djallon sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui selon lui pourrait être, je cite, un signal fort en faveur de la préservation des écosystèmes où 15 États sont concernés. Fin de citation, Mohamed Abba, le PM. Je pense que c'est très responsable cette sortie du Premier ministre aux Nations Unies à New York plus précisément pour parler de l'environnement, de ne pas parler seulement politique ou de parler de droits de l'homme, parce que là on est arrivé à un moment décisif de notre existence sur la Terre. Bien. Ça, ce n'est ni pour Guinéens, ni pour Africains, ni pour autres nationalités dans le monde. C'est notre planète qui est menacée ces dernières années avec tout ce que nous enregistrons comme inondations, comme je ne sais pas, tremblements de terre. Du côté des États-Unis, on parle de près de 200 morts, ou en 380 et quelques décédés avec l'ouragan Hélène que nous connaissons. Parlons précisément de ce cas précis de Fouta Djallon. Je pense que Fouta Djallon, c'est une partie de la Guinée, en Moyenne-Guinée, qui concerne toutes ces préfectures de l'Abépi, Tamamou, un peu partout. Mais ce n'est pas pour la Guinée, c'est pour l'Afrique, au moins pour 15 pays africains, comme il a dit l'autre Premier ministre du côté pas des États-Unis, bien sûr, du côté de New York. La précision elle est importante. Elle est importante, pas aux États-Unis, mais à New York précisément. Et la préservation de l'environnement, il faut le faire parce que la régulation du climat se passe aussi à travers vraiment certains massifs qui nous régulent un peu la température, qui régulent un peu le climat, ce qui nous permet d'avoir une bonne respiration, une bonne existence, mais aussi un climat doux qui nous permet de développer une bonne agriculture, mais surtout l'eau. Parce que l'eau, c'est notre problème, un problème majeur qui existe dans certains pays. Si nous ne faisons pas attention, ça pourrait créer d'autres soucis du côté même de l'Afrique de l'Ouest, précisément entre la Guinée et d'autres pays. N'oubliez pas que ça sous ce massif en Moyenne-Guinée, que le fleuve Sénégal prend sa source du côté de Tolo, plus précisément dans la préfecture de Mamou. Et nous savons très bien, il y a eu, quand le CNRD a pouvoir, il y a eu des quiproquos entre la Guinée et le Sénégal par rapport à l'OMVS, la tête, la gestion, ou être la présidence, ou être responsable au sein de cette structure. Il est temps que les Nations Unies, que tous les partenaires du monde arrivent à inscrire vraiment ce massif au niveau de l'UNESCO. Parce que quand c'est fait, ce sont les avantages. On mettra tous les moyens qu'il faut pour pouvoir protéger, pour pouvoir exploiter à bon escient, ne pas abandonner. Parce que qui parle des massifs parle vraiment des montagnes, parle des animaux sauvages. Et qui parle des animaux sauvages, on parle des graines qui se développent, qui multiplient, qui peuvent transporter. Parce que l'être humain, s'il fait des pépinières, c'est pour juste des cultures qui peuvent le rapporter le plus souvent de l'argent et qui peut manger un peu. Alors que les animaux comme les chimpanzés qu'on essaie de protéger du côté de Tolo précisément, là avec les ONG, ce sont ces animaux qui essaient de donner, de multiplier la nature, donner certaines forêts, comme on appelle, verdure à la nature, des graines qui peuvent pousser un peu partout. Donc, au niveau de ces massifs montagneux du côté de Fouta Djallon, il y a ces sources d'eau. Cette source d'eau précisément du fleuve Sénégal, et qui est du côté de Tolo, comme je l'ai dit là. Donc, la protection, si elle est effective et que ça s'inscrit au compte des Nations Unies et à travers la structure de la francophonie, je pense que de l'UNESCO, je pense que ça serait une bonne chose parce que ça nous permet d'avoir une bonne gestion de notre climat, d'abord pour les Guinéens, mais pour les Africains, mais aussi c'est le monde entier qui pourrait tirer bénéfice, parce que de l'autre part, s'il y a le dérèglement climatique qui essaie de nous faire souffrir, de faire vivre l'enfer, mais à travers ces zones protégées qui seront vraiment sous la protection internationale, ça nous permettra de réguler un peu et amoindrir le changement climatique qui est en train de nous menacer aujourd'hui. Je pense qu'on doit commencer à le faire nous-mêmes d'abord, en attendant que la communauté internationale nous réponde à ce plaidoyer du Premier ministre, chef du gouvernement Bahouri du côté de New York. Nous-mêmes, on doit écrire cela dans le prochain budget de l'État, qu'on tient compte de cela. Qu'est-ce qu'il faut faire?
et nous avons des techniciens aguerris en la matière dans le cadre des eaux et forêts qui peuvent voir quels sont les projets qu'on peut développer. Nous avons vu avec certaines communautés, la communauté internationale, parce que ce sont des localités où j'ai fréquenté et qu'on a vu, ils ont essayé de mettre des clôtures un peu partout pour inviter la communauté à ne pas chasser dans ces forêts, pour ne pas détruire ces petites forêts qui se trouvent à Mamou et un peu partout. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'on continue à développer cela, mais on crie au sommet du monde pour qu'on vienne chez nous, mais nous-mêmes qu'on essaie de voir ici les petites galeries que nous avons. Nous avons du côté de Anta, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour protéger la forêt de Anta? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est bon de crier, hein, parce que c'est pour ça que je ne vais pas être pessimiste il faut être optimiste. Mais il faut être optimiste, mais savoir à l'interne qu'est-ce que nous sommes en train de faire. N'oublions pas, il y a la forêt du côté de Anta qu'on a fini de diviser, qui est en train de disparaître là. Ça, c'est le poumon, notre oxygène que nous avons, c'est là. Il y a Anta, Abdallah, attends. Il y a Dabompa. Aussi. Il y a Dabompa. On enchaîne. Il y a du côté de Grande Mosquée, il y a Kakimbo, il y a au côté de jardin, à Kamayen ici, on a ce jardin là. Donc l'ensemble de ces galeries que moi j'appelle des galeries, comme on appelle de forêts classées, il faut prendre soin. Il faut continuer à revaloriser, donner du tonus. C'est à partir de là que les autres peuvent comprendre. Nous aussi, nous sommes sérieux dans ce que nous faisons au niveau national. À partir de là, on peut nous prendre au sérieux pour ce mot au niveau de Fouta Djallon. Mais si cela n'est pas fait, on va dire on crie sur le toit, peut-être avoir des financements et des financements qu'on pourrait utiliser autrement, où on va détourner et on ne fera pas de sérieux. Prenons soin de nos galeries forestières que nous avons sur le plan national. Une fois que c'est fait, je pense que la communauté internationale sera de l'autre côté pour pouvoir nous aider. Bien, commencez l'exigence par nous pour être respecté à l'international. Mohamed Ba, vous partagez le même avis? Oui, bien sûr, mais quand il a parlé tout à l'heure des forêts classées à travers même la capitale d'abord, il faut se dire que c'est l'unique forêt classée de Kamayen qui est aujourd'hui quand même dans de bonnes mains. Véritablement dans de bonnes mains. Parce que pourquoi? Cela se trouve aussi même la direction des eaux et forêts. Et il faut, la clôture aussi. Il faut se le dire. Il faut se le dire. Clôturé par là, contrairement à Anta et à Dabompa. Là, c'est devenu forêt brousse. C'est-à-dire forêt. Ça, c'est forêt sauvage. Donc, il faut se le rappeler. Abdallah, au fait, c'est vrai, aujourd'hui, nous voyons Bahouri quand même sur la tribune des Nations Unies à New York. Mais il faut quand même penser, il faut quand même se dire aujourd'hui, c'est très bon de préciser cela, que ça a été un travail en amont. Honnêtement, depuis que Bahouri il est là, il a fait un problème particulier en un mot pour trouver une solution, parce que vous allez vous rappeler que le 29 mai dernier il y a eu une mission conjointe du côté, c'est-à-dire une mission conjointe de la FAO, du PAM, de la CEDEAO et des Nations Unies, qui s'est rendue quand même à la tête de sources du fleuve Sénégal pour constater réellement tout ce qui se passe en termes de dégradation avancée des sources du fleuve Bafing. Et voilà, Bafing, c'est à Mamou. Évidemment, affluent du fleuve Sénégal. Cette visite de terrain quand même a permis de souligner un certain nombre de problèmes à résoudre par rapport à cette tête de source aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, quand on parle quand même du massif du Fouta Djallon, c'est une source de plus de 8000 cours d'eau. Il faut le rappeler, Baladi par rapport à ces grands fleuves aujourd'hui, c'est que c'est un patrimoine qui presque appartient à toute l'Afrique. Donc si Bahouri aujourd'hui se lève pour quand même permettre de restaurer ne serait-ce que le couvert végétal de ce côté-là, pour permettre de préserver encore ce patrimoine aujourd'hui environnemental, et il faut le préciser, je crois que le monde entier devrait quand même l'aider. Et vous allez comprendre qu'à partir de là, il y avait eu des engagements, c'est-à-dire des uns et des autres, parce que je vous ai parlé d'une mission conjointe de la FAO, il y a eu les Nations Unies, donc au PAM, tout le monde était au courant de la dégradation avancée de cette tête de source, et surtout concernant le
massif du Fouta. Donc, à cet effet, il y a eu un appel à l'action. Donc, face à ce constat alarmant, les membres de la mission avaient quand même avaient plaidé pour la mise en œuvre de programmes de gestion durable des ressources naturelles, notamment le reboisement, parce que tout commence par là. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous assistons à beaucoup de problèmes. La dernière fois, c'était par rapport à ces différents barrages-là où on disait souvent qu'il n'y avait pas d'eau. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on procède quand même à une coupe, disons, abusive et Très sauvage. abusive. Et sauvage du bois, parce que c'est sauvage. Parce que si ce n'est pas réglementé ou si vous sortez carrément du cadre réglementaire, vous tombez quand même dans la sauvagerie. Et finalement, c'est ce qui se passe sur le terrain. Parce que la norme voudrait quoi? Si vous coupez, voilà, il y a des méthodes de compensation pour procéder à un reboisement. Et finalement, voilà, ça va pousser et ça permettra de remplacer ce que vous avez coupé. Sauf qu'en Guinée, ici, il y a des structures, non seulement, c'est vrai que la filière bois aujourd'hui fait beaucoup de choses dans ce sens-là, mais souvent, il n'y a pas de suivi. Et c'est ça aussi le problème. Chez nous, on est champion dans cela. Il y a des actions qui sont entreprises. Finalement, après, ça commence à donner, mais il n'y a pas de suivi. Et puis, on revient encore dans l'éternel recommencement. Et c'est ce qui se passe. Il y a eu aussi, comme étant engagement, le soutien aux populations locales, donc de développement d'activités, permettant un peu de se débarrasser de cette coupe abusive des bois, de déboisement. De passer à autre chose. De passer à autre chose. Ou à autre source de revenus. Ressources de revenus autres. Donc, ce discours de Bahouri aujourd'hui n'est que la conclusion d'un combat mené en amont. Et puis voilà, aujourd'hui, je crois qu'il faut prier que cela porte fruit parce que ça nous permettra vraiment d'éviter beaucoup de choses. Parce que comme Bala rappelé, nous sommes aujourd'hui dans un tournant ou à un tournant décisif quand même de l'histoire de l'être humain par rapport à sa survie sur Terre. Aujourd'hui, nous sommes talonnés, nous sommes menacés par ces réchauffements climatiques. Le dérèglement hydraulique, aujourd'hui, c'est une réalité en Guinée. Nous avons vu la quantité d'eau. Oui. D'habitude, on ne voit pas cela. Mais aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut se préparer à vivre le pire de ce qu'on a vu cette année-là. On ne le souhaite pas. Bien. Parce que cela pourrait vraiment nous débarrasser, c'est ce qui pourrait arriver comme étant pire si on arrive à aujourd'hui s'employer quand même dans des actions vraiment qui peuvent nous permettre de préserver notre environnement parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui, la préservation de l'environnement. Yaya Diallo, aujourd'hui, Bahouri qui mène un combat, un très grand combat si il faut le dire. On a déjà une première forêt qui est classée, qu'on appelle une forêt classée, la forêt de Ziama, qui est un patrimoine aujourd'hui, même à l'international. Avec cette nouvelle initiative, est-ce que vous y croyez? Bon, la première question, est-ce que vous y croyez? Oui. Bien, cette fois, allez-y, je vous laisse développer maintenant. Mais pourquoi la question? Oui, je sais pourquoi je pose la question. alors, je ne vais pas là où tu veux que je sois. Oui, je dis, est-ce que vous y croyez? Je ne suis pas pessimiste. J'y crois en même temps, parce que je vais développer certainement, vous comprendrez pourquoi je vais y croire quand même. C'est agréable. Je vais dire une chose, parce que c'était des démarches qui ont été engagées il y a longtemps, depuis un bon bout de temps. Ouais. Mais il y avait des organisations nationales, sous-régionales qui se battaient pour que le massif du Fouta Djallon soit pris en compte au niveau international, mais qui n'ont pas effectivement des supports étatiques qui pouvaient permettre à ce que cela soit effectivement admis au niveau des Nations Unies. Parce que de toute évidence, la décision pour l'inscription du massif du Fouta Djallon au niveau du patrimoine de l'UNESCO, effectivement, relève de la compétence directe du secrétaire général. C'est lui qui doit décider en dernière pour que cela soit pris en compte. Alors il se trouve que jusque-là, l'État guinéen, parce que le massif du Fouta Djallon se trouve dans l'État guinéen, mais plus de 5 États ou 7 États de la sous-région bénéficient effectivement de son influence hydraulique. Donc je crois que ça veut dire que pas que la Guinée qui est menacée, parce que cette mission conjointe qui était là dans le mois de mai et juin, effectivement, ils ont tous rappelé. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que nous pouvons ressentir dans nos pays ici, il y a certains États aussi qui sont là,
qui sont menacés parce que, on l'a rappelé ici, plusieurs disons, fleuves prennent leurs sources en Guinée, ici notamment dans le massif du Fouta Djallon. Vous l'avez rappelé dans l'introduction, plus de 1160 et quelques cours d'eau prennent leurs sources au Fouta. Mais laissez-moi vous dire effectivement, parce que malheureusement vous êtes tous des basses-côtiers sur le ciel qui a quand même mentionné. Oui, malheureusement, il y a un gars de Bofa, deux gars de Bofa, l'autre de Guinée. Hein? Oui, on est tous des Guinéens. Le métier nous a fait découvrir beaucoup de localités. Attention. En tout cas, je connais mieux la Guinée que lui. Ah. Je parle du Oui, du Fouta même. Non. J'ai étudié au Fouta, j'ai fait 4 ans. Oui, vous avez fait 4 ans là-bas. J'ai eu la chance quand même de parcourir tout. Lui, il a fait que quelques mois. Ouais. Attention, c'est un enfant de Coloma. Abdallah. J'ai fait 4 ans. Je veux bien que tu observes le silence que l'OPM a observé. Ah non, lui, il ne connaît pas le Observe Fouta. là. Et lui, il est dans le bluff comme ça. C'est quelqu'un qui s'ignore même. Il ne sait même pas d'où il vient. Ils viennent de Koubia et de Bofa. C'est un métis. Voilà. Dis-moi comment se porte aujourd'hui le grand fleuve de Wundwall. Alors, si tu maîtrises. Allez, non, tu ne vas pas me mettre à ça. Non, vas-y. Pardon. Le Wundwall, c'est parti. Non, je te demande pardon. Merci. Vas-y. Je vous en prie. Sauf que c'est quand je vais lui donner une réponse. C'est quand je vais lui donner une réponse. Il oublie une chose. Aujourd'hui, même si je ne voyage pas physiquement, j'ai des correspondants à travers toutes les grandes villes. Attention, quand il y a problème aujourd'hui, c'est remonté ici à la minute. Attention. Gingle. Non, c'est le Gingle. Après, il va couper ça. Il va couper ça en Gingle. Il va lui donner. Allez. C'est pas la peine. Non, le bas, c'est un facteur. Il a tout gâté. Non, il a tout gâté. Non, moi, je voulais l'aider. Il ne devait pas parler. Il devait se taire. Allez, vas-y, Yaya. Mais la description de vos correspondants, là, c'est imaginaire. Hein. Il faut que vous y soyez. Voilà, il faut sortir de ça. Ceci dit, Abdallah, aujourd'hui, je crois que c'est très nécessaire de revoir cela. Beaucoup de cours d'eau ont disparu ou sont disparus complètement du massif du Fouta Djallon. C'est une réalité aujourd'hui pendant la saison sèche. Mais vous ne pouvez pas croire des cours d'eau qui étaient là, disons, pendant les 12 mois. Mais c'est des fleuves qui sont devenus aujourd'hui, ou des cours d'eau qui sont devenus saisonniers. Pendant la saison sèche, ça n'existe pas parce qu'il y a là plusieurs facteurs qui concourent à ce qu'effectivement ces cours d'eau-là puissent, disons, disparaître définitivement. Et c'est là par l'effet de l'homme. C'est fondamental aujourd'hui, il faut que cela cesse aujourd'hui, parce que c'est les montagnes dont on parle là aujourd'hui. La plupart de ceux qui pratiquent l'agriculture au niveau du Fouta Djallon vont vers ces montagnes-là pour pouvoir défricher, couper les bois. Quelquefois, il y a certains qui coupent même le gros bois, et puis on met le fait finalement. Le massif commence à se dégrader petit à petit. C'est pourquoi il parle de la restauration même de ce massif-là. Parce que c'est un massif qui aujourd'hui n'existe que de nom. C'est pourquoi cela nécessite beaucoup de moyens de la part de la sous-région, notamment de la CEDEAO, mais aussi de l'ONU. Parce que, pourquoi je vais croire, Abdallah, pour répondre à votre question, parce que le massif du Fouta Djallon cesse d'être un bien public de la République de Guinée pour devenir un bien public mondial. Ça veut dire que la Guinée seulement n'aura pas un droit de regard sur ce qui se passe au niveau du massif du Fouta. Mais c'est le monde entier à travers les Nations Unies, l'UNESCO, qui doit pouvoir effectivement jouer sa partition. Ouais. Et là, je pense qu'à un certain niveau, on va être sérieux et beaucoup de paramètres vont s'intégrer et ça va permettre même aux Foutanais, effectivement, de cesser de pratiquer un certain nombre de choses, notamment l'agriculture sur brûlure, qui devient une menace fondamentale de ce massif-là. Donc, je pense que jusque-là, l'espoir est permis. Maintenant, il appartient à l'État guinéen, effectivement, d'appuyer sur l'accélérateur, parce qu'il faut le dire, comme je l'ai dit, les projets existaient, les ONG ont interpellé, mais l'État guinéen ne se bougeait pas, il faut le dire. C'est sous le CNRD que nous avons assisté effectivement à cette accélération, notamment à travers l'arrivée de Baouri, il faut le rappeler aussi avec le concours du président. Voilà, c'est cela. Enfin, un bon Premier ministre, c'est parce qu'effectivement, il y a un chef d'État qui l'accompagne. Qui le booste. Politiquement et institutionnellement. Voilà, donc je pense que c'est fondamental aujourd'hui qu'il puisse continuer dans ce sens-là. C'est quelque chose qui peut permettre à la Guinée, effectivement, de restaurer ce massif-là qui aujourd'hui constitue un véritable réservoir. Je rappelé Abdallah, disons, pour la vitalité de notre pays et pourquoi pas de certains États de la sous-région. Il y a certains États de la sous-région qui sont directement impactés plus que même la Guinée aujourd'hui et qui dépendent de la Guinée. Bien. Donc je pense qu'aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on peut faire, il faut essayer d'y penser et prendre les mesures qu'il faut.
on a dit il y a la forêt du Jama qui existe aujourd'hui, mais qui semble menacée aujourd'hui. Oui. En dépit de tout ce qu'on a entendu ici, forêt classée, tout ce qui change. Je pense qu'à un certain niveau, il faut qu'on soit sérieux. Et aux habitants du Fouta aussi, de jouer leur partition, parce qu'au-delà de tout, si le massif arrive à disparaître, ils seront les premiers effectivement à être impactés. Il faut qu'un certain nombre de choses puissent cesser, disons, dans ces différentes localités. Et pour le faire, l'État joue ce rôle de pouvoir effectivement diversifier un certain nombre de choses, pouvant permettre à ces citoyens-là d'abandonner progressivement l'agriculture survenue pour que l'État puisse, disons, mettre les moyens à leur disposition pour que l'agriculture moderne, et c'est valable pour toute la Guinée, pour toutes les nations de la sous-région, pour que nous puissions épargner, disons, cette nature-là, de cette masse qui est devenue de plus en plus pressante. Oui, et menace pressante, on va aller avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs avant de poursuivre avec ce dernier sujet inscrit à l'ordre du jour. On y va avec ces internautes sur la page Kavi TV. Nabi Kifinda Bangoura qui nous écrit: salut ma seule radio de référence. L'écoute est très favorable du côté de Tokyo. Vous faites la fierté. Wallahi, la Guinée me fait vraiment un pitié. Vieux père MB, je vous regarde depuis la casse de Dixine, gare Conakry. Félicitations à vous. Merci pour la fidélité. On enchaîne avec les auditeurs et téléspectateurs au stand 629 95 67 deux fois. Salam à vous et salam à mes parents de Dalabadine, Tingiambouria, dans Kamanda, mon village natal. Depuis l'indépendance, le train de CBK passe tous les jours, mais ça ne nous rapporte rien sauf la misère et la galère, écrit-il. Dieu va juger entre les pauvres citoyens et nos dirigeants, tellement que ces sociétés minières sont méchantes. Elles ne construisent rien. Elles ne construisent rien alors. Elles viennent avec les conteneurs. Et c'est dans ça et ses employés dorment. C'est ce qu'il dit. Mamadou Alpha Djambouria depuis Coloma qui pose la question: qu'est-ce qui est arrivé hier? Mamadou Djambouria, c'est les aléas du direct. Allez, on a corrigé ça de la plus belle des manières. Bonjour ma radio Kavi TV. Je souhaite à toute la population guinéenne bonne fête. Signé Baldé Mamadou depuis Tougué. Il faut rappeler aux auditeurs et téléspectateurs que le 629 95 67 est réservé uniquement aux SMS. Pas d'appel s'il vous plaît. Bonjour mes chers amis. Demain on va fêter 66 ans. Jusqu'à présent on n'a même pas d'eau à boire. On est nourri par les oreilles, écrit-il. Qu'Allah nous aide. Merci. Signé Barry Kerno Amadou Dixine Liberté. Là-bas aussi c'est un autre cas. On ne va pas rentrer dans les détails. Nous nous tournons vers cet autre sujet inscrit à l'ordre du jour et qui traîne depuis hier. Nous parlons du virus Marburg au Rwanda. Déjà 6 morts et 20 personnes contaminées. Ce sont les premiers chiffres officiels dressés par les autorités. Le pays de Paul Kagame, il faut le dire, fait face depuis quelques jours à l'épidémie de Marburg, très proche d'Ebola. Les personnes infectées étant pour la plupart des professionnels de santé soulèvent des inquiétudes. Mohamed Leba. Oui, ça soulève des inquiétudes parce que quand on parle des professionnels de santé qui sont quand même exposés ou voilà, les plus infectés, ça pose vraiment problème. On se demande réellement qu'est-ce qu'il faut faire face à une telle épidémie, et surtout parce qu'il faut quand même le rappeler que la fièvre Marburg, c'est quand même, disons, le cousin d'Ebola. Il faut pas éviter. La famille, quoi. Non, c'est le cousin d'Ebola. Non, il a établi la famille. C'est la famille. C'est la famille, c'est le cousin d'Ebola. Donc, il faut le dire, combien de fois Ebola est mortel, ça peut même c'est-à-dire doubler pour Marburg. Aujourd'hui, hier, vous décriviez quand même Marburg, l'origine de Marburg, tout, voilà, et du côté de l'Allemagne. Aujourd'hui, on parle de 30 districts quand même dans le pays de Paul Kagame. Touchés aujourd'hui, on parle de 26 cas confirmés. Donc, ça veut dire aujourd'hui quand même qu'il y a l'inquiétude qui continue c'est-à-dire dans cette autre partie de l'Afrique, même si aujourd'hui l'OMS quand même appuie les autorités sanitaires de ce pays-là. Il faut quand même se dire aujourd'hui que, parce que si on parle d'une épidémie, pour le moment c'est une épidémie, ça n'embrase pas l'Afrique. On prie Dieu que ça se termine dans de bonnes conditions et à la va-vite, que la maladie soit circonscrite à la va-vite par l'OMS et les autorités sanitaires de ce pays-là, pour ne pas qu'il y ait quand même propagation de la maladie, de ce virus Marburg. Parce que nous le savons aujourd'hui que la Guinée, nous, on n'a pas besoin de ça.
c'est vrai que quand ton voisin en souffre, il faut compatir. Aujourd'hui, c'est aux autorités guinéennes de prendre toutes les mesures parce que pour le cas Mpox, on le rappelait, c'était les mêmes alertes qu'on était en train de sonner. Je crois qu'il faut aujourd'hui prendre garde par rapport à tous ces cas-là. Même le président devrait limiter ses voyages vers... Excuse-moi, j'espère que c'est notre fête. Est-ce qu'il y a une délégation qui est attendue de Rwanda pour assister à la fête de 2 octobre? On va pas se mettre dans ça. Non, oui, mais on demande, c'est des mesures quand même. Non, il faut prendre des mesures. Il a raison, on ne va pas se mettre dans ça. On va pas Parce que ce qu'on pourrait dire pourrait être vraiment. Non, je sais là où mon maître veut en venir. Moi-même, je sais là où il veut en venir. Vas-y, cher je ami. ne vais pas m'embarquer dans son bateau ce matin-là. Il faut te méfier. On n'est pas quand même des alliés pour le moment. Il faut te méfier de Ce qui lui. reste clair, s'il y aura une délégation, et bon, il y a des centres qui sont là. Pour faire quoi? Attention. Bien. Des centres pourquoi? Je n'ai que 5 minutes. Je vais clôturer l'émission et donner la parole à... Il y a des centres qui sont là. On peut quand même les mettre là en quarantaine. Ah bon, enfin pas en quarantaine. Juste Paul Kagame doit venir. Au cas où, pour voir, se rassurer. Le président Kagame Se rassurer. Je ne sais pas. C'est rassuré, c'est difficile que les présidents, en tout cas les responsables au niveau, soient exposés à des maladies. En tout cas, quand même, Dieu les préserve de beaucoup de choses. Qui t'a dit ça? Par Tu n'as rapport pas au demandé cas- le président américain qu'est-ce On qui dit s'est exposé. passé? On dit exposé. J'ai dit exposé. Il a Souvent, utilisé. souvent. Il a utilisé quand même un bon terme. Là, je suis avec toi. Tu as dit exposé. Lui, il était. Voilà, il faut comprendre pour lui, là, c'était un cas particulier. Bien. Et puis, il était. Non, c'est un cas. L'exception pas- fait la règle. Voilà, lui, c'est une Le exception. Premier il faut- ministre britannique aussi. Hein. Voilà, c'est aussi une exception. Bon, continue à mettre Parce que des dans exceptions. cela, vous Ne n'allez prenez pas, des vous mesures. n'allez pas me citer Allez, 20. rapidement, je vais donner la parole à... Aujourd'hui, on a Abdallah, il faut taxé. quand même se dire qu'on a quand même aujourd'hui intérêt à prendre des mesures par rapport à tout cela, parce qu'aujourd'hui, il y a les voyages, on ne peut pas les arrêter. Bien. On ne peut pas arrêter, on ne peut pas interdire aux gens On de les limite voyager quand même. par-ci, par-là, mais on peut limiter, on Voilà. peut prendre des mesures, Des précautions. des précautions pour que ce virus-là, quand même, ne se transporte pas ici en Guinée. Surtout le nombre de Voilà. personnes qui doivent venir ici, on doit Et- venir. évidemment, sur la tout ça. délégation, je crois qu'une quarantaine devrait être démise. Ah Bien, non, bien. ça c'est trop. Bien, c'est très important. Oui, Yaya Diallo, en 2 minutes, pas en 10. En 2 minutes, s'il te plaît. Cette fois-ci, c'est une doléance. Il ne va pas respecter. On peut même aller en deçà de ça si vous voulez, monsieur. Allez-y, cher ami. Ceci dit, je pense que la solidarité africaine oblige qu'on puisse en tenir compte. Maintenant qu'on nous parle des cousins ou grands frères ou jeunes frères d'Ebola, là on parle le problème aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut se poser? On parlait d'un pox. N'importe, oui. Qu'est-ce que est devenu Mpox? Avant Mpox, on parlait du virus Lassa du côté de la RDC. Ebola, coronavirus, je pense qu'à un certain niveau, il faut que les Africains aussi se posent la question, avoir l'intelligence de pouvoir... C'est cela aussi l'intellectualité, c'est-à-dire que quand des choses comme ça se multiplient, posons-nous la question. Souvent, l'autre fois, on parle d'un pox dont l'origine était belge. Celui-ci, on parle d'allemand. Est-ce que c'est de l'autre côté qu'on expérimente, j'allais dire, ces virus et autres-là et qu'on déverse ça en Afrique? Je crois que c'est une thèse qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui, et aux Africains d'être assez sérieux et de réfléchir, encore une fois, parce que c'est devenu un phénomène presque saisonnier à tout bout de champ. C'est vrai que ça a commencé de l'autre côté, on a pu contenir cela. En Afrique, ici, ça se propage d'un État à un autre. Il faut qu'on se pose la question, parce que c'est devenu, à mon avis, c'est presque un business international. Après, c'est l'OMS qui... Nous avons déployé plusieurs équipes techniques, nous avons amené de l'argent ici et là. Je pense qu'à un certain niveau, il faut qu'on essaie de voir. Sinon, ce virus aussi risque de se propager comme ce fit Ebola. Parce que quand on fait une telle comparaison, ça veut dire que les conséquences aussi demeurent les mêmes. Il appartient à la Guinée, au Rwanda, à la RDC, parce que tous les États sont vulnérables et exposés à cela. Demain, vous entendrez que oui, il y a un autre cas aussi qui a été détecté du côté de la Sierra Leone, ainsi de suite. Soyons sérieux avec nous-mêmes et posons-nous de vraies questions, parce que là, c'est devenu encore une fois assez compliqué, parce que ça commence de l'autre côté, mais c'est en Afrique ici qu'on déverse et c'est ici qu'on constate les véritables conséquences liées à ces différents virus-là. Oui, le PM, pour terminer. Pour terminer, moi je dirais que c'est la prudence qu'on doit observer, parce qu'on n'a pas le temps de pouvoir entrer dans les détails par rapport à cette situation. Le cas spécifique de l'Afrique qui est un réservoir vraiment énorme, important en ce qui concerne ces différents virus dans notre pays. Cela s'explique par vraiment les différents
que nous avons des forêts denses qui sont très élevées et que l'être humain est en contact souvent avec ces animaux et ils ne sont pas en contact pour autre chose. Dans d'autres cieux, d'autres communautés, c'est leur consommation, ils touchent la chair de ces animaux, utilisent, et il suffit seulement que vous soyez en contact avec le liquide de ces animaux, le sang de ces animaux, que vous deveniez automatiquement en risque au potentiel. Et ce qui est encore grave par rapport à ce Marbourg, qui est le cousin, comme l'a dit, cousin d'Ebola, comme l'a dit tout à l'heure, c'est que le taux de mortalité est très élevé. On parle de environ plus de 80% ou 88% de taux de létalité en français facile. On pourrait dire, par exemple, s'il y a 10 personnes touchées par cette maladie, il faut s'attendre qu'on arrive à enregistrer plus de 8 morts. Donc ça, c'est des cas qui sont très, très, très dangereux. Il ne faut pas blaguer avec ces maladies. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas du paludisme qu'on peut prendre maintenant. On cherche de paracétamol et puis on commence à rétablir, ou bien prend des écorces d'acacia ou je ne sais quoi, ça marche. L'essentiel pour nous, c'est de faire attention. On a été victime de ces épidémies dans notre pays. Pour le moment, Marbourg développe, tantôt c'est Tanzanie, c'est au Rwanda, c'est dans les parages là, et que nous ne sommes pas à l'abri. La distance est là. C'est vrai, quand on parle des voisins, on voit directement la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, mais le Rwanda est très loin de nous, mais le Rwanda est très proche de la Guinée. Vu les contacts qui sont développés ces derniers temps, l'État guinéen, on ne doit pas baisser la garde, pas parce que c'est une délégation rwandaise qui doit assister à une cérémonie. Je ne connais pas le programme, mais il faut prévoir des choses. Estimation, il faut être là-dessus. Il ne faut pas minimiser, pas parce que c'est une délégation rwandaise qui doit venir, on ne doit pas les soumettre à certaines exigences sanitaires qu'il faut, lavage des mains et contact, protection, je ne sais, ainsi de suite. Les professionnels de santé savent de quoi il s'agit. Donc pour cela, essayer de mettre des mesures qu'il faut. Nous avons des compagnies aériennes qui passent par vraiment ce côté de l'Afrique de l'Est, qui passent souvent par Conakry. Mais essayons de renforcer les mesures de sécurité. Ne disons pas que la maladie comme on appelle Marbourg, est loin de nous. Non, il suffit juste qu'il y ait un atterrissage de vol qui arrive à 18h, à 14h, je ne sais pas quelle heure, et que la personne franchit nos frontières ici, l'aéroport, il est dans un hôtel, en contact avec un Guinéen qui rentre avec à la maison, ainsi de suite. La chaîne commence à se rétablir. Il est temps de se réveiller. J'insiste là-dessus parce que ce n'est pas de la blague. Marbourg ne blague pas. Marbourg est plus dangereux que tout ce qu'on a connu avec Ebola, s'il faut le dire, même avec Romario qu'on a connu sur choléra. C'est tout ça, ce sont des maladies. Marbourg, comme on aime à le dire en un truc, une expression facile dans le quartier, Marbourg, quand ils voient, comme on appelle Marbourg, vraiment c'est un salut qui l'accorde à Marbourg. Donc, prudence. L'ANSS doit prendre les mesures qu'il faut. Ne vous laissez pas dominer par la politique pour ne pas veiller sur les personnes qui atterrissent en Guinée pour des raisons économiques, politiques, je ne sais encore quoi, mais la sécurité doit être vraiment renforcée. Je ne parle pas de sécurité, prendre des armes, mais de renforcer la sécurité sanitaire à l'aéroport et un peu partout dans notre pays, car Marbourg existe très bien au Rwanda. La Guinée est en contact avec le Rwanda. Ce n'est pas pour stigmatiser, mais c'est de prendre les mesures qu'il faut pour ne pas qu'on arrive à un moment trop tard et qu'on se dise on ne peut rien faire par rapport à cela. Bien, ce qui est bien compris, vous l'avez certainement compris. Auditeurs et téléspectateurs, vous qui avez pris de votre temps depuis 9 heures, vous qui avez accepté de nous suivre depuis 9 heures, depuis 1h30 minutes, merci une fois encore pour la fidélité. Merci Yaya Diallo. Merci Abdallah, merci. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, Yaya n'a pas respecté 2 minutes. Merci à tous. Merci Mohamed Leba, le PM. Merci Abdallah, merci à tous. Ton équipe et toi que nous allons retrouver tout à l'heure pour le deuxième flash de la journée au compte de la radio. Ça sera à 10h35. En tout cas, nous pensons à notre Salimatou qui a fait Salimatou de la régie télé qui a fait un accident hier nuit en rentrant. Cissé, merci. Salimatou Cissé qui a fait un accident hier en rentrant. Donc nous la souhaitons prompt rétablissement et qu'on espère qu'elle va nous revenir vite. Parce que... Nous souhaitons prompt rétablissement aussi à la femme de Ibrahima Kamara. Merci Ibrahima maintenant. Merci de me le rappeler. Oui, Ibrahima Kamara de Siam Info qui est devenu papa. Oui, qui est devenu papa. D'une belle princesse que peut-être qu'on va donner à Mohamed Ba pour le mariage parce qu'il n'est pas marié jusque-là malheureusement. Donc vous l'avez déjà compris, ce n'est pas un débat. Princesse 2 octobre. Merci, ce n'est pas un débat, c'est juste un rappel. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, à l'équipe technique du jour. On se reprend
Demain, pour la soirée de l'indépendance, ça sera sur l'ensemble synchronisé de nos médias pour vivre cette date historique du 2 octobre. Restez en compagnie des programmes du seul et l'unique média de développement en République de Guinée.